Il est 10h passé de quelques secondes ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Je vous rappelle l'un des principaux titres de ce jeudi, cette deuxième nuit d'attaque d'ampleur russe sur l'Ukraine. Elle a duré 10 heures selon Kiev et fait 2 morts. Volodymyr Zelensky voit la preuve que Moscou ne veut pas d'un cessez-le-feu. L'Ukraine au cœur d'une intense activité diplomatique ce jeudi à Rome et depuis le Royaume-Uni où Emmanuel Macron et Keir Starmer vont organiser en visioconférence leur rendez-vous de la coalition des volontaires. On y reviendra dans le journal de 11h. Elle était jusqu'à l'invasion russe de l'Ukraine le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Bosnie-Herzégovine. Plus de 3 ans de combat marqués par une série d'atrocités. Et notamment en juillet 1995, le massacre de Srebrenica, 8000 Bosniaques en majorité musulmans tués par les forces serbes de Bosnie. Massacre qualifié de génocide par la Cour pénale internationale. Ça fera 30 ans demain qu'une partie de ce pays pleure ses morts, une partie seulement, car les accords de Dayton en 1995 qui ont mis fin à la guerre n'ont pas permis ni de panser les plaies, ni de trouver la concorde entre deux peuples. Srebrenica, la blessure ouverte, c'est le sujet de Parlons-en aujourd'hui avec Florence Hartmann et Karim Yayaoui. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. On a beaucoup de choses à dire, c'est Parlons-en, c'est parti. Bonjour Florence Hartmann. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau, ancienne porte-parole de la procureuse du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Vous étiez au début des années 90 la correspondante dans les Balkans pour le journal Le Monde. Vous étiez basée à Belgrade et vous avez vécu tout ce dont on va parler. Merci beaucoup de participer aujourd'hui à cette discussion. Karim Yayaoui, bonjour. Bonjour. Ici chez vous, grand reporter à France 24. Vous signez avec Mohamed Farhat le document Billet retour Bosnie, les cicatrices que vous avez tourné à l'occasion des 30 ans du massacre de Srebrenica. Un document à retrouver sur notre antenne, voilà, 30 ans après une paix sous tension. C'est le nom de ce reportage. Nous sommes le 10 juillet, demain, le 11 juillet, la Bosnie-Herzégovine va commémorer le génocide tel que la Cour pénale internationale qualifie les massacres qui ont eu lieu en juillet 1995 d'au moins 8000 musulmans bosniaques par les forces serbes de Bosnie, dirigées par le général Ratko Mladic, surnommé le boucher des Balkans. Des exécutions de masse d'hommes et d'adolescents jetés dans des dizaines de fosses communes. Épisode le plus sanglant de cette guerre dite des Balkans qui a eu lieu entre 92 et 95 dans le sillage de l'indépendance. Que nous raconte en images Nicolas Chamontin et on en reparle juste après. Salia tient dans ses mains les photos de son mari et de ses 2 enfants. Ils ont tous les 3 été tués lors du massacre de Srebrenica. Un traumatisme qui continue de hanter cette Bosniaque. Le seul moment où je n'y pense pas, c'est quand je dors. Dès que je me réveille, les images apparaissent sous mes yeux. C'est comme ça que je vis, à chaque minute de chaque jour. Le 11 juillet 1995, les forces serbes de Bosnie entrent dans cette ville pourtant déclarée zone protégée de l'ONU. Elles y séparent des hommes et adolescents musulmans de leurs femmes, mères et sœurs avant de les exécuter et de les jeter dans des fosses communes. Sur les 8000 victimes, 7000 ont été identifiées puis enterrées. Certaines femmes sont revenues vivre à Srebrenica. J'ai trouvé la paix ici, dans la proximité avec ceux que j'aime. Souvent, quand la nuit tombe, j'imagine qu'ils sont toujours là, qu'ils sont partis au travail et qu'ils vont revenir. Cette idée que je suis proche d'eux, c'est ce qui me permet de continuer. Les responsables ont depuis été condamnés par la justice internationale pour crimes de guerre et génocide. Mais cette dernière qualification est vigoureusement rejetée par l'entité serbe de Bosnie et la Serbie. Voilà, on va revenir sur tout ce qui vient d'être dit. D'abord, on va invoquer vos souvenirs, Florence Hartmann, si vous le voulez bien. Nous sommes donc en juillet 95. Vous venez d'être expulsé par les forces serbes. Vous n'êtes pas à Srebrenica. En revanche, vous avez couvert l'intégralité du conflit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui se passe en ce mois de juillet 95 dans cette enclave qui avait été déclarée zone de sécurité par l'ONU ?
Il se passe ce qui était prévisible et ce que les forces serbes n'avaient jamais caché finalement. C'est un processus qui, à ce point culminant auquel on assiste en juillet 95, il y a pas de journaliste à ce moment-là, c'est impossible d'accéder. Moi, je ne peux pas pour d'autres raisons antérieures, mais généralement, on ne sait ce qui se passe que via un radioamateur qui sera d'ailleurs exécuté parmi les personnes tuées. Et on voit l'offensive se mettre en place. On voit des observateurs de l'ONU, les observateurs militaires dire il y a des milices qui sont celles généralement pour les massacres qui sont en train de s'approcher. Il y a des renforts de l'armée dominée par commandés en Bosnie par Ratko Mladic qui se regroupent. En 93, cette enclave a été déclarée zone de protection, donc désarmée et protégée par l'ONU, si besoin, en cas d'attaque, par des soutiens aériens de l'OTAN. Or, cette décision est la suite, d'une certaine manière, d'une situation humanitaire catastrophique, parce que ces gens sont enfermés, encerclés, bombardés quotidiennement depuis le début de la guerre en 92. Un général français qui est pour la force connue, qui est le général Morillon, dit c'est intolérable. Et cette pression médiatique sur cette population, due à cette population qui est affamée et bombardée, conduit à cette proclamation de la zone protégée par des mécanismes. Or, quand la chose se produit, c'est-à-dire que les forces serbes montrent qu'elles vont quand même finir le travail, comme certains officiers de l'armée de Mladic m'avaient annoncé en 93, et ça je l'avais publié dans Le Monde, ils vont achever le travail. Et soudainement, on s'aperçoit que tout le monde dit, les internationaux disent... peut-être pas. Ils veulent simplement mettre la pression. Donc ces hésitations qu'on voit comme pour Gaza ou pour l'Ukraine, quelles sont les intentions véritables ? Et ces atermoiements permettent aux forces serbes d'aller jusqu'au bout et aucun des mécanismes de protection de la population ne sera déclenché. Srebrenica, Karim, où vous êtes retourné, on va voir vos images dans un instant, c'est la chronique d'un massacre annoncé. Exactement, c'est la chronique d'un massacre annoncé. L'inéluctable est arrivé et tous ceux qu'on a rencontrés sont encore profondément marqués parce que certains sont revenus s'installer à Srebrenica, des Bosniaques, mais aussi des Serbes. Beaucoup de Bosniaques sont partis, énormément de Bosniaques ont choisi de quitter la région au point que la population a été divisée quasiment par 5 ou 6 et au point aussi que c'est un maire serbe qui est arrivé au pouvoir en 2016. Tous ceux qu'on a rencontrés, en tout cas les plus âgés et ceux qui se souviennent, ont eu un mot, on nous a abandonnés, on nous a laissé nous faire massacrer, ce sentiment d'avoir été complètement lâché par la communauté internationale qui avait suffisamment d'informations. En tout cas, tous les habitants qu'on a croisés nous ont dit ils savaient et ils ont laissé faire. Et ça, c'est quelque chose de très difficile encore aujourd'hui à accepter. On va regarder donc un extrait de votre reportage, Karim. On est dans le mémorial de Potocari où les plaies sont plus que loin d'être pensées. D'ailleurs, je disais qu'il y avait 8000 victimes. En réalité, tous les ans, je crois, on enterre à nouveau des victimes qu'on a pu identifier. Exactement, tous les ans, autour du 11 juillet, on enterre à nouveau parce qu'en fait, les Serbes, à l'hiver 95, ont déterré des corps et les ont éparpillés à des centaines de kilomètres autour de la zone où les personnes ont été assassinées. Et donc, ça a rendu extrêmement difficile le travail pour retrouver et identifier les corps des victimes. Et chaque année, on enterre à nouveau des personnes qui ont été tuées à cette époque. Retour à Potocari, donc image que vous avez signée avec Mohamed Farhat. À Srebrenica, on ne veut plus entendre parler d'escalade. Beaucoup des Bosniaques qui vivaient là ne sont jamais revenus après les massacres perpétrés par les Serbes en 1995. Au mémorial de Potocari se dressent des tombes à perte de vue. Smail Omerovic a perdu ses frères et son fils.
C'est dur, c'est très dur. Il n'y a que moi qui puisse savoir ce que l'on ressent. Pour l'Aïd, j'étais dans ma maison natale. J'ai débroussaillé et je n'arrêtais pas d'imaginer qu'ils allaient venir et qu'on serait réunis pour l'Aïd. Mais rien. Nevzat Selimovic a fui vers la France lorsqu'il avait à peine 1 an. Des dizaines de membres de sa famille sont enterrés ici. Il a gravé leur histoire jusque dans sa chair. Il n'y a pas une seule journée qui passe sans que je pense à Srebrenica, à ce qui s'est passé. Mon papa a été fusillé par les forces serbes le 13 juillet exactement, à Kravica. Mon oncle a réussi à atteindre le territoire contrôlé par l'armée bosniaque, à Nezouk. Et une fois sur place, il a entendu que mon père a été fait prisonnier. Et par l'amour de son frère, en fait, il est retourné en arrière. Et malheureusement, il a été capturé, assassiné aussi. Il y a un côté qui nie tout ça, qui nie que toutes ces personnes n'ont jamais existé. Il faudrait que ce côté-là l'accepte, ce qu'ils ont fait, sans demander forcément pardon, parce que moi je ne pourrais pas pardonner. Mais ça serait déjà un premier pas vers une éventuelle réconciliation. Voilà, il est intéressant de noter que ce cimetière est aujourd'hui situé dans l'entité serbe de Bosnie. On y reviendra dans un instant et ça dit beaucoup. Il est très intéressant ce témoignage, Karim, que vous avez recueilli de ce jeune homme dont une partie de la famille a été tuée en juillet 95. Il évoque, il questionne sur le degré de réalité que ce génocide a aujourd'hui pour les Serbes de Bosnie. Alors, pour une bonne partie des Serbes de Bosnie, ce n'est pas un génocide. Milorad Dodik, qui est le président de la République Srpska, s'est exprimé il y a... Donc de l'entité serbe. Exactement, il y a tout juste quelques jours, lors d'une cérémonie en hommage aux victimes serbes. Il expliquait que c'était évidemment une tragédie, mais que ce n'était pas un génocide. Je vous le disais, désormais, la municipalité de Srebrenica est dirigée par un maire serbe. Depuis 2016, il y en a eu un qui était au pouvoir à Srebrenica entre 2016 et 2024. Et le nouveau maire est aussi un Serbe. C'est même le cousin du président de la Serbie voisine. Et pour lui, il n'y a pas eu de génocide. Et d'ailleurs, il l'organise chaque année une espèce de contre-commémoration en hommage aux victimes serbes. Plus de 3000, mais tous les témoignages et tout le travail qui a été fait sur la question attestent que ces victimes serbes étaient essentiellement des soldats, alors que côté bosniaque, ce sont essentiellement des civils qui ont été tués. Et donc, ce sont deux versions de l'histoire qui s'affrontent avec, côté serbe, clairement un rejet de ce terme de génocide. Avant d'aller plus loin sur ces deux mémoires qui s'affrontent et se font face dans ce pays divisé en deux par les accords de Dayton, un mot de la justice. Vous avez été, je le rappelle, donc porte-parole de la procureure du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. La justice est passée depuis 30 ans. Les chefs politiques et militaires des Serbes de Bosnie, notamment Radovan Karadzic et Ratko Mladic, ont été condamnés à perpétuité pour génocide et crimes de guerre par le TPI-Y. Elle n'a pas suffi, cette justice-là ? La justice a permis d'établir les faits, de pointer les responsabilités et théoriquement de donner les instruments pour la connaissance et la reconnaissance des faits et pour empêcher le déni. La seule chose, c'est que la justice n'a pas d'effet sur les politiques qui peuvent être menées dans un pays ou dans un autre, n'a pas d'effet sur la propagande, si ce n'est de donner l'outil à l'opinion publique, mais l'opinion publique et peut être manipulé, on le voit dans toute politique populiste, que c'est pas les faits qui sont fondamentaux pour, hélas. Donc, ce travail a été fait, mais tellement minutieusement. C'était le chef de l'équipe des enquêteurs au TPI était un commissaire français, Jean-René Ruez, qui a travaillé pendant 10 ans au TPI. Ils sont allés chercher jusqu'aux douilles de balles pour établir le lien entre les unités
qui ont participé, globalement toutes les unités qui ont été déployées dans le cadre de cette offensive et les jours des massacres. Il y a eu des témoignages de participants directs qui, pour être jugés avec plus de clémence, ont parlé. Pas beaucoup d'ailleurs, très peu, parce qu'il y a toujours une pression contre les aveux. Donc on sait exactement ce qui s'est passé. Ça a permis de distribuer les peines et les responsabilités, c'est-à-dire que le massacre est un génocide parce que du fait des intentions, tout participant à ce massacre n'a pas pour autant partagé l'intention particulière. Donc on n'est pas nécessairement condamné pour génocide quand on a participé à un génocide. Ce sont les cerveaux, ce sont ceux qui ont mis en œuvre en connaissance de cause. Le soldat qui participe à une exécution n'est pas nécessairement condamné pour génocide. Mais il y a un déni total et c'est une politique. Et cette politique n'est pas simplement qu'ils ne veulent pas être définis comme un peuple qui, dans son histoire, a commis un génocide, mais parce qu'ils veulent poursuivre actuellement les mêmes objectifs qu'ils n'ont pas obtenus par les massacres et par 3 ans et demi de guerre. On va revenir sur la pression du discours nationaliste serbe aujourd'hui, mais sur la question de la justice internationale a jugé les cerveaux, mais quid des petites mains que vous évoquiez à l'instant. L'une des conséquences de ça, c'est qu'aujourd'hui, bourreaux d'hier et victimes cohabitent, enfin sont obligés de vivre les uns à côté des autres? Oui, par exemple, on était à Srebrenica, où c'est assez particulier parce que, je vous le disais, le maire est serbe, mais une partie des gens qui travaillent avec lui sont bosniaques, son adjoint est bosniaque, par exemple. Et un des employés nous expliquait qu'il savait parfaitement où habitait la personne qui avait dénoncé son père et donc provoqué sa mort. Et donc, il y a beaucoup de gens qui savent qu'un tel ou un tel a participé de près ou de loin à la mort, à la disparition d'un proche, et en même temps ils continuent de vivre ensemble. Et là aussi il y a ce sentiment que la justice est passée, mais peut-être pas suffisamment aux yeux de certains. Je voudrais qu'on redise quand même un mot, parce que vous l'avez évoqué rapidement, Florence Ottman, avant d'évoquer les conséquences des accords de Dayton sur ce que représente Srebrenica au-delà de la Bosnie, le traumatisme de l'impuissance quasi coupable de la communauté internationale. Alors on l'a dit que ce génocide était été annoncé, il y avait eu les massacres de Vukovar quelques années. Il y a eu un précédent là quand même dans ce que ça a dit de l'impuissance et des casques bleus et des responsables politiques de tous bords. Oui, d'autant que le génocide a été qualifié comme tel par la justice internationale, par 2 types de tribunaux, le TPI, donc qui juge les individus, mais aussi la Cour internationale de justice. La seule chose, c'est qu'un génocide, c'est un processus qui a effectivement plusieurs points ou un point culminant selon les situations. Et le processus qui conduisait, puisque le rapport de l'ONU en 93 sur cette région, la vallée de la Drina, qui est limitrophe de la Serbie, que Milošević voulait adjoindre à la Serbie, même si c'était une zone où il y avait très peu de Serbes, on décrivait un génocide au ralenti en 93, c'était clair et net. Et on n'a rien fait depuis 92. La campagne de nettoyage ethnique de l'Est de la Bosnie, c'est-à-dire pour chasser toute la population non serbe afin d'avoir un contrôle serbe total sur cette région, avec des forces qui viennent de Serbie et des forces serbes de Bosnie. C'est quand même une guerre de proxy, comme en Ukraine. Et elle a commencé en 92. C'était pratiquement complètement purifié au mois de juin 92. Donc les rescapés de ces massacres, village par village, ville par ville, des ghettos qui étaient créés. Moi, j'ai été en juin 92 dans un ghetto dans la région à côté de Zvornik. Je ne m'attendais pas à voir un ghetto pour ma génération en Europe. On
fini dans cette vallée où il y avait une poche de résistance, et ce sont ces mêmes gens qui n'ont pas pu massacrer en 92, qui n'ont pas pu en 93 parce qu'ils ont été stoppés par un général de l'ONU, le général Morillon, ils finissent quand même par faire le travail en 95. Donc oui, c'est un échec total et de la presse, parce qu'on a alerté, et plus encore, parce que nous, on a fait ce qu'on pouvait, mais de ceux qui avaient la responsabilité de stopper la main des génocidaires. Alors, on a rencontré des Bosniaques qui nous ont expliqué que, en effet, désormais, cette partie de la Bosnie-Herzégovine était ethniquement propre. C'est les Bosniaques eux-mêmes qui utilisent ce terme pour dire que, finalement, les Serbes sont arrivés à leur fin. La quasi-totalité de la Republika Srpska est habitée par des Serbes. L'enseignement est imposé par les Serbes. Et là aussi, c'est aussi un élément important par rapport à la mémoire, par rapport à l'histoire de ce qui s'est passé. Du côté des Serbes, on nous explique que évidemment, les musulmans bosniaques sont les bienvenus. Regardez, à Banja Luka, on a reconstruit la mosquée, mais en même temps, ils ont une façon d'imaginer la Republika Srpska comme leur appartenant, et que finalement, les Bosniaques qui ont accepté ou qui ont décidé d'y rester ou d'y revenir, à peu près 14% de la population, sont en réalité simplement tolérés. Alors la carte que vous voyez à l'écran, c'est la conséquence des accords de Dayton, fin 95, d'abord sous médiation américaine, puis signé à Paris en fin d'année 95. Il y avait à l'époque urgence évidemment à arrêter la guerre, mais c'est ce que vous racontez, Karim, dans votre reportage. Ces accords en réalité ont gelé des tensions qui sont sans cesse aujourd'hui ranimées par les nationalistes des deux camps. Avant d'y revenir, on va s'arrêter sur le projet que portaient les accords de Dayton et la façon dont il a scindé d'une certaine façon ce pays en deux. Et c'est Sophie Samaï qui nous raconte ça en images et on en reparle juste après. Ils ont mis fin à près de 4 ans d'une guerre sanglante, celle de Bosnie-Herzégovine. Les accords de Dayton, fruits d'une médiation du président américain Bill Clinton, sont signés à Paris en décembre 1995. Mais s'ils ont fait taire les armes, ils n'ont pas réussi à sceller une vraie réconciliation. 30 ans plus tard, tous les problèmes n'ont pas été réglés. Les accords de Dayton ont gelé la guerre, mais ça n'a pas apporté une paix durable. Au lieu de construire un avenir pour notre pays, nos leaders politiques maintiennent le statu quo. Nous vivons dans un chaos contrôlé. Ces accords ont fait de la Bosnie un État unifié avec son drapeau et ses institutions, mais officiellement divisé en 2 parties distinctes, plus ou moins égales. D'un côté, la Fédération croato-musulmane, de l'autre, la République serbe de Bosnie, la Republika Srpska. Chacune a son gouvernement, son parlement et son président, sans compter les institutions des cantons, très présentes elles aussi. La Bosnie compte donc 3 co-dirigeants qui se partagent le poste au niveau national et tournent tous les 8 mois, rendant le pays difficilement gouvernable. Ici à Mostar, symbole des divisions en Bosnie-Herzégovine, tout est dédoublé pour la partie croate de la ville et la partie bosniaque. Dayton a créé un monstre administratif qui ne permet pas au pays de se développer. Une grande partie de la population éduquée est déjà partie. On est devenu une nation de vieux. Et évidemment, il est facile de nous manipuler. 30 ans après ces accords de paix historiques, les discours nationalistes sont toujours présents. Des tentations sécessionnistes ravivées aussi par la guerre en Ukraine depuis février 2022. Alors Karim Yayaoui, comment dans ce monstre administratif, c'est le mot qu'utilise la personne que vous avez interviewée, la concorde peut effectivement émerger. C'est assez sidérant la situation dans laquelle se trouve ce pays. C'est assez sidérant et Mostar en est la parfaite illustration. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a souligné, évidemment, ces accords de Dayton, c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui ne devait pas forcément durer 30 ans, mais il a aussi souligné, ils ont souligné, ces 2 intervenants, le
le rôle des partis politiques en Bosnie qui se satisfont très bien de ce système parce que ça leur permet finalement d'asseoir leur propre pouvoir dans leur propre zone avec leur propre budget. C'est un pays où il y a énormément de corruption et finalement on s'aperçoit qu'un certain nombre d'acteurs politiques du pays ne veulent pas que la situation change plus que cela. Et donc la complexité des accords de Dayton qui devaient être quelque chose de provisoire, le manque de volonté politique pour avancer sur un chemin commun, tout ça fait que 30 ans après, on reste dans une situation totalement figée. Et avant de vous entendre, Florence Hartmann, on va écouter celui qui est à la tête aujourd'hui de la République serbe de Bosnie, un homme qui s'appelle Dodik et qui tient en 2025 ce genre de propos. La Republika Srpska s'est retrouvée coincée au sein de la Bosnie-Herzégovine. Je sais que de nombreuses personnes n'aiment pas m'entendre dire cela, mais la Republika Srpska doit entamer son processus de libération vis-à-vis de la Bosnie-Herzégovine. Sinon, ça ne se terminera pas bien. Ceci est le désir de ce peuple. Voilà, sinon ça ne se terminera pas bien. On a l'impression d'entendre les mêmes discours qu'il y a 30 ans quasiment. Oui, même d'une certaine manière, c'est pire parce que Dodik est un grand ami de Vladimir Poutine et de son entourage. Réécrit l'histoire entièrement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la Bosnie-Herzégovine est une nouveauté qui a été créée par l'union ou l'association plus ou moins forcée de deux pays ou deux États qui étaient séparés. Ça, c'est le mensonge. À partir de là, tout ce qu'il raconte peut choquer ou ne pas choquer. Mais si on n'a pas ce contexte-là, la Bosnie était une république de l'ex-Yougoslavie unifiée depuis des siècles, même en tant qu'entité constituée, même si elle n'a pas été un État, puis on ne va pas remonter à 1000 ans en arrière, elle a toujours existé plus ou moins dans ses frontières. Elle n'a pas été créée ex nihilo en 95. Non, absolument pas. Alors avec englobée dans des empires, donc elle n'avait pas le statut d'État, mais dans les mêmes frontières pratiquement depuis le Moyen Âge, allez, à peu près. Et même, oui. Et c'est la guerre qui la divise, les accords de Dayton, qui sont une Pax Americana, validés par les Européens et principalement par les Français et les Britanniques, gardent la forme pour le public, c'est-à-dire que la Bosnie est maintenue dans ses frontières internationales, donc le contour extérieur reste le même, mais à l'intérieur, qui a la souveraineté ? On ne sait même plus, sans doute pas du tout la population, parce qu'on lui demande rien. Il y a plein de gens. Là où c'est le plus difficile, localement, les gens d'un village à l'autre, très souvent, se réconcilient même dans la vallée de la Drina, qui est une rivière de sang, hein, celle qui fait la frontière. À cause des framboises, il y en a un qui a le camion frigorifique et il y a l'autre qui a les champs de framboises. Donc, on travaille ensemble pour mener. Et puis, les ONG ont un peu aidé à ce genre de choses. Donc individuellement, on sait qui a fait et qui n'a pas fait dans les familles, on le sait. Donc on fait la séparation et tous les Serbes ne sont pas des fous génocidaires. Mais c'est ce monstre qui est le produit même des accords de Dayton. Donc une constitution qui a été écrite à Washington ou dans un bureau, je ne sais pas où, aux États-Unis, et qui rend un pays ingérable. Alors aujourd'hui, on utilise souvent, on l'entend dans les diplômes, dans les chancelleries, que c'est parce que c'est un État dysfonctionnel qu'il faut s'en débarrasser. Donc c'est un voilà. serpent qui se mange la queue. Voilà, on inverse la problématique. Et Dodik vient là en disant nous on peut pas. Il a fait un État, comme Karim le disait, pratiquement 100% pur. En tout cas, on est plutôt un citoyen de seconde zone si on n'est pas purement serbe, et puis de 2 parents. Et donc ça ne peut pas fonctionner. Et le statu quo de l'après-guerre a été tellement souhaité par les dirigeants politiques qu'en fait les ennemis, entre guillemets, si on regarde la chose ethnique, parce que la chose ethnique n'était pas une composante importante dans les relations sociales et politiques en Bosnie, ni dans la plus grande partie de l'ex-Yougoslavie, avant que ce soit un instrument du populisme nationaliste et qui a conduit à l'éclatement de la Yougoslavie.
ce sont des pouvoirs qui n'ont toujours pas opéré une transition démocratique, puisque la guerre est arrivée juste derrière la fin du communisme, et qui veulent garder, c'est comme un parti unique pratiquement, que d'être le nationaliste revendiqué d'une ethnie pour avoir tous les pouvoirs. Et ce sont des pouvoirs klepto, cléraux, nationalistes, donc c'est la pire combinaison. Vous évoquiez la corruption, les discours nationalistes n'ont jamais cessé en réalité depuis 1995. Vous êtes allé, Karim, dans cette capitale de l'entité serbe de Bosnie, où ce discours de Dodik et de ceux qui pensent comme lui est très assumé. Il fait quand même planer le risque de l'éclatement à nouveau de la Bosnie, à tel point que la force internationale de maintien de la paix vient de se renforcer sur place. En mars dernier, ils ont renforcé. Il y a une inquiétude. En mars dernier, il y a des soldats qui sont arrivés pour renforcer ces troupes qui n'ont jamais quitté le pays. Et donc ça, c'est déjà révélateur. 30 ans après, on a encore des soldats de l'ONU qui sont là pour maintenir la paix. Alors le message était évidemment à double emploi. D'un côté, pour rassurer les populations et en même temps pour envoyer un message aux nationalistes de tous bords pour dire il y a une présence militaire et donc ne jouez pas trop avec le feu, même si elle est limitée en hommes. Symboliquement, ça a tout de même son poids. Alors on parlait de Milorad Dodik. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de sa carrière, du côté de l'Occident, on considérait que l'homme était plutôt un modéré par rapport à ses prédécesseurs et que finalement il s'est mis à être de plus en plus nationaliste parce que il a eu le sentiment que pour engranger des voix, la peur d'autrui, la terreur était sans doute le meilleur moyen de gagner des partisans, et c'est le chemin qu'il a choisi pour finalement aller faire de temps en temps des petits voyages du côté de Viktor Orban, de Vladimir Poutine. On l'a vu beaucoup ces derniers temps se déplacer malgré un mandat d'arrêt contre lui qui finalement a été levé, je crois, ces jours-ci. Oui, l'inquiétude des Occidentaux, disons, et le renfort de cette force, donc qui est européenne maintenant. Ils étaient à peu près à peine 1000 soldats depuis mars 2022, donc la date n'est pas innocente. Cette force, c'est-à-dire quelques semaines après l'invasion russe de l'Ukraine. Oui, parce qu'il y a une ingérence extrêmement claire, visible, si on veut bien la voir, une poutinomania en RS, et c'est pas ça dans l'entité serbe de Bosnie, qui se prend pour une république, et les accords de Dayton avaient accepté le nom de République serbe. Donc c'est vrai qu'il y a l'ambiguïté. On a tendu la perche à ce conflit gelé et qui ne termine pas parce que les éléments n'y sont pas. Donc c'est de l'ingérence, et Poutine avait soutien Milorad Dodik et avait l'intention de créer un foyer secondaire, non pas avec des chars, mais de déstabilisation et d'inquiétude obligeant l'Europe à se mobiliser en marge de la guerre en Ukraine pour disperser la tension. Et ils ont essayé de stopper ça. Donc ils surveillent ce qui s'y passe comme le lait sur le feu. Il faut savoir qu'il y avait un bureau Wagner les forces paramilitaires privées russes. Absolument, à Banja Luka, et qu'il y a plusieurs associations russes qui sont des instruments d'influence, que ce soit les motards de Poutine, ceux qui réécrivent l'histoire. Donc il y a vraiment une association, parce qu'il y a quand même une similitude dans les méthodes et dans les objectifs, même si on est à un micro-niveau, parce que, personne, il n'y a pas d'empire serbe. Non, mais l'invasion de l'Ukraine a pu donner des idées aux nationalistes serbes. Non, c'était antérieur. Ah pardon, excusez-moi. C'était antérieur, c'est-à-dire que Poutine voulait déclencher un foyer de déstabilisation dans les Balkans, à savoir en premier lieu en Bosnie, en même temps que son invasion à grande échelle en Ukraine, parce qu'elle devait durer 15 jours en Ukraine. Donc il fallait détourner l'attention, et tout était mis en place. Ça avait commencé fin 21 avec l'annonce d'une sécession et ce plan-là, Narishkin, qui devait aller sur place, c'est-à-dire le chef des services extérieurs de la Russie, des contacts réguliers
des téléphones qui étaient toutes les semaines entre Lavrov et Dodik dans le premier mois de 2022, sauf que ça ne s'est pas produit. Et les Européens ont renforcé dès lors pour dissuader que ce plan soit remis en route dans une autre plus tard pendant cette guerre. Voilà pour les liens rapidement brossés entre ces nationalistes serbes et les Russes et les projets de Vladimir Poutine. Et de l'autre côté, vous disiez les nationalistes de tous bords, il y en a dans les deux camps ? En fait, en ce moment, on l'a expliqué brièvement dans le sujet, il y a 3 présidents. Et en ce moment, Croates et Bosniaques ont plutôt tendance à bien s'entendre. Bosniaques et Serbes ont chacun... Exactement, et ont tendance à mettre en minorité les Serbes, ce qui évidemment met Dodik et ses partisans dans tous ces États. Mais parfois, il y a eu des leaders politiques nationalistes côté croate ou côté bosniaque, parce que finalement, c'est un discours que chacun aime utiliser, même si on a vu que depuis plusieurs années, c'est surtout côté serbe que la menace est particulièrement importante. Et ce discours finalement nationaliste serbe, il existe déjà depuis très longtemps. Les Bosniaques nous expliquent que ce rêve de conquérir des espaces toujours plus grands côté serbe, il date des années 20, 30, qu'on les appelle les Turcs côté serbe, et que finalement cette volonté de purifier une partie du pays ne date pas des années 90. Singulièrement, vous êtes allé dans un des rares îlots de concorde de ce pays, et singulièrement, c'est Sarajevo. Karim, c'est là qu'a commencé la guerre, en avril 92. Sarajevo, c'est, faut-il le rappeler, le lieu du plus long siège de l'histoire moderne entre avril 92 et février 96, presque 4 ans. Vous avez retrouvé, Karim, c'est une séquence très émouvante, un couple qui a vécu le siège et qui vit toujours aujourd'hui dans l'appartement qui avait été partiellement détruit, dans lequel ils ont vécu et survécu à la guerre. On regarde un autre extrait de ce reportage. Il y a une trentaine d'années, la guerre s'achevait. L'heure du retour sonnait pour certains habitants de Sarajevo. À Dobrinja, 2 ans après la guerre, on démine encore les jardins du quartier résidentiel devenu ligne de front du siège de Sarajevo. Voilà ce qu'il reste. It was place C'est là que nous avons passé les plus belles années de notre vie. Et puis c'est notre appartement. Il faudrait arriver à une coalition des Bosniaques non nationalistes. Tous ceux qui, quelle que soit leur religion, veulent d'abord vivre en paix. Nous avons retrouvé Iba et Sead Adanalic. Ils découvrent les images de ce reportage dont ils avaient oublié l'existence. Les trous de but. Et aujourd'hui, au mépris du néant environnant, la famille est à nouveau réunie, presque comme avant. C'était au moment où la guerre venait de s'arrêter. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en vie dans le même appartement. Nous avons tout réparé et nous sommes toujours ici. Mais lorsqu'on voit comment c'était en 1997, on avait oublié à quel point la situation était mauvaise à cette époque. C'est un moment où nous devons nous souvenir de tous ceux qui sont morts dans notre guerre. Incroyable séquence, quelques minutes après cette interview et cette émotion, cette dame évoque son rêve d'un pays pour tous, un rêve qui a fait long feu, Karim. Il a fait long feu, mais elle continue d'y croire, c'est ça qui est incroyable. Elle nous explique que son rêve, c'était un pays pour tous, quel que soit l'origine, la religion. Elle dit, la religion, pour moi, c'est quelque chose qui doit se faire à la maison. Moi, je rêve toujours d'un pays où on partagerait un destin commun. Il y a beaucoup de Yougo-nostalgiques du côté de Sarajevo, parce qu'ils ont senti... C'est quoi les Yougo-nostalgiques ? En fait, c'est ceux qui sont nostalgiques de la Yougoslavie, où en fait, on se baladait dans la rue sans réfléchir à qui était qui. D'ailleurs, les gens ne savaient même parfois pas forcément. Il faut vraiment avoir le nom de la personne pour se dire
c'est un nom plutôt à consonance bosniaque ou à consonance serbe. Et il y a beaucoup de gens qui sont à Sarajevo nostalgiques de cette période, avec évidemment un système politique qui n'était pas parfait, loin de là, mais où les gens avaient le sentiment de faire nation et de partager un destin commun dans les difficultés et dans les joies. Cette concorde, elle existe. Karim, je pense aussi à une troupe de danse traditionnelle que vous avez rencontrée, où il y a des Serbes, des Bosniaques, et vous racontez de façon très poétique que quand ces jeunes dansent, peu importe qui est qui. Vous racontiez tout à l'heure cette histoire de framboise. D'ailleurs, c'est le cas en Bosnie-Herzégovine comme partout ailleurs, dans tous les conflits du monde. La réalité de la vie, c'est que les gens vivent ensemble. Oui, et puis à la veille de la guerre, moi j'étais à Sarajevo dans les semaines qui ont précédé, les gens commençaient... ils me demandaient ce qui se passait. Parce que moi, j'avais fait je m'étais plus baladée qu'eux. Et je leur disais, il y a quand même un problème. Puis il y a quand même pas mal de chars qui sont autour, soi-disant pour un exercice militaire. Mais les gens commençaient, dans les premiers jours, les premières semaines, quand il y avait quelques barricades, il y avait les premiers signes, ils demandaient à leurs amis de 20 ans de quelle religion tu es ou de quelle origine ou appartenance ou ascendance ethnique, ils ne le savaient pas. En plus, nous, on a la couverture à exagérer l'importance de l'ethnique qui était l'outil de la politique de la haine et de la guerre et de l'expansionnisme territorial, alors qu'il n'était pas une composante. Alors bien évidemment, on retrouve des signes à travers l'histoire, mais c'était abandonné. On n'a plus de guerre de religion, même s'il y en a eu en France. Je veux dire, des choses qui ont existé dans l'histoire peuvent avoir été surmontées ou voilà, un choix qui est fait. Et là, les gens ne le savaient pas, et tout le monde, comme c'est dit dans le reportage, si je ne me trompe, tout le monde allait célébrer, comme on va à un anniversaire d'un voisin, la fête liée à la religion, même chez les athées, souvent, parce que c'était pas nécessairement pratiquant. De l'autre, donc, quand c'était la Pâque catholique ou la Pâque orthodoxe, qui n'est pas nécessairement la même date, l'Aïd, etc. Et tout le monde mangeait les délices qu'on mange pendant... Mais pour revenir à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en garde de ça 30 ans plus tard ? La guerre a quand même marqué une rupture en ce sens ou Non, il y a une volonté de rompre avec ce qui leur est imposé par deux moyens. Par les élites ethniques qui n'ont aucune politique sauf à brandir l'appartenance ethnique et tout le populisme qui va autour simplement pour se remplir les poches. C'est pour ça qu'on les appelle régime klepto-cléro autoritaire. Et la communauté internationale qui est considérée comme étant responsable du maintien de ce statu quo. Et ils appellent ça, il y a un terme qui a été forgé particulièrement pour cette gestion d'après-crise, ce sont que des leçons pour l'Ukraine et sans doute aussi pour Gaza. Et or, aucune leçon de l'ex-Yougoslavie n'a été utilisée ni pour l'un et encore moins pour Gaza. Et on appelle ça la stabilocratie, c'est-à-dire que l'Europe, voulant se débarrasser de ces marges qui sont pas encore assez eurocompatibles, sont laissés à des petits potentats locaux qui font leur business, qui se remplissent les poches et avec qui on fait éventuellement notre business aussi, puisque là on est en train de vendre des Mistral, non pas des Mistral, des Rafales, merci, des Rafales, ou le métro en Serbie. Les gens en ont marre, c'est-à-dire qu'il y a une alliance de ras-le-bol du citoyen bosnien qui n'a pas versé dans le nationalisme, ou les nouvelles générations qui disent vous êtes en train de nous voler notre avenir. Donc beaucoup sont partis aussi, c'est ce que vous racontez, Karim, dans votre reportage. Karim, là-dessus, d'un mot. Oui, il y a énormément de jeunes qui sont partis, qui ont préféré quitter le pays par manque de perspective. Et si ces discours nationalistes prospèrent aussi, c'est que la situation économique est loin d'être florissante. On a rencontré des jeunes qui font partie des jeunes avec Dodik. Eux ne doivent leur salut que grâce au parti. C'est le parti qui les emploie. Ils sont à la fois donc
militants, mais en même temps employés. Et donc, les partis nationalistes jouent beaucoup là-dessus. Et la situation économique rend les choses extrêmement difficiles pour les jeunes bosniens qui décident de partir. Et puis, ce qui rend l'avenir plutôt incertain et inquiétant, c'est que comment sortir de ces accords de Dayton. Et d'ailleurs, les nationalistes, même Dodik, expliquent les accords de Dayton, rien que les accords de Dayton, ils ont prévu une Republika Srpska. Moi, je ne veux pas qu'on revienne là-dessus. Et donc, dans cette logique-là d'immobilisme total, comment faire ? C'est ça l'inquiétude qui domine. Pour conclure, Florence Hartmann, en quelques mots, en préparant cette émission, vous nous avez dit que vous trouviez qu'il y avait une régression de la connaissance internationale de ce conflit, régression auquel le travail de Karim tente de répondre. Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est dangereux de méconnaître cette histoire-là ? Parce que d'abord on a énormément d'éléments, c'est un des conflits les mieux documentés. Bon, la dynamique continue pour les autres conflits, on documente comme jamais on l'a fait pour les tribunaux internationaux et même locaux. On gagnait en compréhension puisqu'il y a eu un moment où après le conflit, les journalistes ont raconté n'importe quoi, les responsabilités sont partagées. Non, le travail des journalistes avait déjà pas mal documenté les crimes, et le travail de la justice est plutôt venu le confirmer. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas lu les jugements. C'est pas la même chose que les procès de Nuremberg. Il n'y avait pas une dimension mondiale, internationale et d'un intérêt. Ce qui s'est passé dans un village en Pologne pendant la Shoah, on a envie de le savoir. Ce qui s'est passé dans un village en Bosnie ou à Gaza ou en Ukraine, finalement, ça n'intéresse pas très longtemps, hélas, les gens. Ce que je regrette aussi, c'est qu'on n'en a pas tiré les enseignements. C'est-à-dire que Poutine, il a essayé de faire la Pax Americana en Ukraine juste avant de la... Enfin, c'est un peu ironique, la formule que j'ai utilisée, en disant, fédéralisons l'Ukraine. Parce que dans ce cas-là, vous bloquez complètement un pays. Et il se délite parce qu'il est dysfonctionnel, la corruption se développe, etc., etc. Donc il ne fallait pas fabriquer d'un pays unitaire, il fallait faire des régions, etc., comme des Länder, mais le transformer en espèce de deux entités qui sont en fait des États, porte à la division. Et c'est pas parce que ces gens-là se haïssent ou que les Balkans se haïssent, il faut apprendre aussi avec Srebrenica pour Gaza. On peut tout apprendre. Les Ukrainiens regardent Dayton pour se dire que c'est exactement ce qu'il faut éviter de faire. Merci infiniment Florence Hartmann d'être venue sur ce plateau, ancienne correspondante du Monde pendant cette guerre de Bosnie. Merci beaucoup Karim Yayaoui, Les cicatrices de la Bosnie, un document billet retour que vous avez signé avec Mohamed Farhat, qu'on salue, à revoir en replay sur le site de France 24. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info.